plus attendre, je vous présente notre première conférencière de ce matin. Ceux qui sont les habitués de notre série de webinaires, nous l'avons vu lors de notre conférence d'ouverture. Ça nous fait plaisir de l'accueillir ce matin de nouveau. Il s'agit de Mme Sonia Elie, qui va nous entretenir ce matin sur la stabilité des enfants placés en famille d'accueil de proximité. Pour ceux qui ne connaissent pas Sonia, je vous rappelle qu'elle est chercheure d'établissement à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle est également professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal ainsi qu'à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Depuis plusieurs années, Mme Elie s'intéresse à la trajectoire des enfants dans les services de protection de la jeunesse, au développement d'indicateurs de suivi et à l'épidémiologie de la maltraitance. Elle est entre autres responsable de l'étude d'incidence québécoise sur la maltraitance et elle participe activement au cycle d'évaluation d'impact de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Elie. Merci Marie-André. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une présentation sur la stabilité des enfants placés en famille d'accueil de proximité. C'est des données qui proviennent d'un petit projet de recherche qui est terminé depuis quelques mois déjà, mais qui continue de faire des qui continue de générer des nouvelles connaissances, vous allez le voir. Donc, sans plus tarder, je commence. D'abord, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec le jargon, qu'est-ce qu'une famille d'accueil de proximité? Tout au long de la présentation, là, je vais référer au terme FAP, FAP pour famille d'accueil de proximité. Alors, c'est tout simplement, c'est comme une famille d'accueil, mais c'est une personne qui est significative pour l'enfant et qui accueille l'enfant à la demande des services de protection. Ça peut très bien être un grand-parent ou un autre membre de la famille élargie, oncle, tante, cousin, cousine. Ça peut également être un ami, un voisin ou un autre tiers significatif. L'idée, c'est de placer l'enfant dans une famille avec qui il y a déjà des liens de tisser. Alors, c'est la définition là, qu'on emploie, là, que je vais employer tout au long de ma présentation. D'abord, qu'est-ce qu'on sait déjà à propos des placements en FAP à partir des études qui ont déjà été faites? Alors, on sait que le recours au placement en FAP, c'est une pratique qui est en hausse, elle est de plus en plus fréquente. Dans à peu près toutes les juridictions dans le monde qui ont des systèmes de protection similaires aux nôtres. Donc, c'est un constat là, qui est assez généralisé. L'autre constat qui ressort aussi assez clairement, c'est que les placements en FAP offrent plus de stabilité que les placements dans d'autres types de milieux substituts, comme les familles d'accueil, par exemple, régulières, ou comme les placements en centre de réadaptation ou en foyer de groupe. L'instabilité, c'est sûr qu'on se méfie beaucoup de ça. On essaie de la réduire au maximum parce que ça a été largement démontré que les enfants qui vivent de l'instabilité dans leur placement vont avoir plus tard des troubles d'attachement, des problèmes d'adaptation, des problèmes de comportement intériorisé, extériorisé, même à l'âge adulte, des problèmes de santé mentale. Donc, on essaie de limiter l'instabilité le plus possible lors du placement. Et puis, bien évidemment, le placement auprès, là, excusez-moi, j'ai oublié de changer mon terme, le PS pour personnes significatives. Donc, c'est le placement en FAP, famille d'accueil de proximité. Bien évidemment, ces placements-là contribuent à maintenir une certaine continuité dans la stabilité des liens que l'enfant a avec les membres de son entourage. Malgré tout, il reste encore des zones grises autour de cette pratique-là du placement en FAP. Plus stable, oui, peut-être. Est-ce que c'est vraiment plus stable pour tous les enfants? Et est-ce que tous les constats qui ont été faits ailleurs sur la plus grande stabilité puis les vertus de ce placement-là, est-ce que c'est le cas au Québec aussi? Ça n'a pas souvent, en fait, ça n'a jamais été vérifié. Alors, c'est pour ça qu'on avait mis sur pied le projet dont je viens vous parler aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a déjà appris à partir de ce projet-là, qui est une cohorte montréalaise d'enfants qui ont été placés en FAP et qu'on a suivi sur 3 ans. Le premier constat qu'on a fait de cette étude-là, c'était que parmi les enfants placés en FAP, il y en a 26% de ces enfants-là qui vont sortir de la FAP pour être déplacés vers un autre milieu substitut.
et ce, à l'intérieur des 3 ans qui suivent leur entrée dans le placement. Donc, effectivement, c'est moins instable que les autres types de milieux où on a vu des taux de déplacement qui oscillaient plus entre 50 et 81 par exemple. Puis, les taux qu'on a observés de déplacement de 26 dans notre cohorte montréalaise se rapprochent quand même pas mal de ce qui a été observé chez les FAP dans d'autres études. Donc, oui, c'est plus stable, mais 26 quand même, c'est une portion non négligeable, là, le quart des enfants placés en FAP qui vont vivre une certaine instabilité. L'autre constat qu'on a fait, c'est que ça nous a beaucoup surpris de voir à quel point il y avait une bonne partie de ces placements-là qui sont relativement courts. Là, ici, on a choisi de vous présenter 2 mois ou moins. C'était 23 des enfants placés en FAP pour qui le placement durait 2 mois ou moins. Et plus on a creusé les données, plus on s'est rendu compte que c'est un placement qui est souvent utilisé en début de processus alors qu'on n'a même pas terminé l'évaluation de l'enfant, de la compromission de sa sécurité ou de son développement. Bien souvent aussi, le placement est tellement court qu'on n'a même pas le temps de faire évaluer le milieu de vie de la FAP. La FAP est toujours en attente d'évaluation lorsque le placement prend fin. Donc ça nous a beaucoup surpris parce que, en fait, la littérature sur les placements en FAP vont souvent d'emblée exclure les placements courts. Et ça occulte un peu cette réalité-là pour les enfants, ce qui ressort ici là, dans notre projet. Donc, là, je m'excuse, je vais déplacer mes images parce que je ne vois plus mon PowerPoint. Donc, le recours au FAP pour gérer le risque en cours d'évaluation, c'est une hypothèse qu'on peut émettre à la lumière de ces résultats-là. Donc, une pratique, on juge que c'est un moindre mal de placer l'enfant chez quelqu'un qui connaît déjà lorsqu'on n'est pas certain qu'il est en sécurité chez lui, au lieu de le placer dans une famille d'accueil régulière qu'il ne connaît pas. Cette idée-là, on peut penser que ça peut être bénéfique pour l'enfant, mais dans la mesure où on arrive à le stabiliser par la suite après ce déplacement-là de la femme. Donc, ce qui nous amène, ces constats-là avec les questions qui restent en suspens, ça nous a amené à poser d'autres questions qui sont les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. D'abord, c'est d'identifier quels sont les facteurs qui sont associés au déplacement de la FAP, donc parmi nos enfants qui sont rentrés en FAP et qui vont être déplacés dans les 3 années subséquentes. Quels sont les facteurs associés à ça? Et on va regarder là, les facteurs potentiellement associés parmi toute une série de caractéristiques de l'enfant, de son milieu, avant le placement, puis on a regardé aussi certaines caractéristiques des services rendus pendant le placement. On va voir comment ces 2 types de caractéristiques-là peuvent jouer sur le risque de déplacement. Et puis la deuxième question qu'on pose, c'est d'essayer de voir, justement, est-ce que malgré ce déplacement-là qu'on fait subir à l'enfant, est-ce qu'on arrive ultérieurement à stabiliser sa trajectoire par la suite à ça? Alors, on va pouvoir jeter un coup d'œil aux données là-dessus. L'équipe du projet de recherche dont je vous parle aujourd'hui, c'est moi qui est devant l'écran, mais il y a toute une équipe derrière ça. Les co-chercheurs, Marie-André Poirier, Chantal Lavergne principalement. Geneviève Turcotte, Daniel Turcotte étaient là au début, sont partis à la retraite. Et puis, on a deux étudiantes qui ont travaillé du début à la fin sur ce projet-là avec nous. Amélie Dorval, qui fait le deuxième webinaire aujourd'hui, et Josiane Lamotte. C'est un projet qui était financé par le CRSH. Donc, la méthode, c'est assez simple. C'est une cohorte qu'on a identifiée. On a pris tous les enfants qui étaient placés auprès d'une famille d'accueil de proximité durant une année. C'était l'année 2014-2015. Dans un centre jeunesse, dans une DPJ urbaine, pour ne pas dire montréalaise. Les enfants devaient être âgés de 12 ans et moins au moment de leur placement dans la FAP et on les a observés pendant 3 ans. Alors, on a identifié comme ça 172 enfants qui répondaient à ces critères-là et qui font partie de notre cohorte. Qu'est-ce qu'on entend par déplacement tout le long de cette étude-là, de la présentation que je vais faire aujourd'hui? C'est lorsque l'enfant quitte la FAP à l'intérieur des 3 années qui suivent son placement.
pour aller directement, pour être déplacé directement dans un autre milieu substitut, peu importe c'est quoi cet autre milieu substitut-là. Donc, on va le voir plus tard. Là, dans certains cas, ça va être des familles d'accueil régulières, centres de réadaptation ou d'autres types de milieux. On a utilisé plusieurs sources de données. Hein, la richesse, on a essayé de combiner la richesse de chaque type de données. Donc, on a été chercher des données d'entrevue avec des intervenants, des données administratives dans le système clientèle des services de protection, le système PIGE, pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça. Donc, et à différents moments. Donc, en début de placement, on est allé chercher de l'information dans les dossiers, dans les rapports qui figuraient au dossier de l'enfant pour documenter le milieu de vie, justement, au moment où il est placé. Puis, on a également fait une entrevue au téléphone là, avec l'intervenant pour documenter un peu les circonstances qui entouraient le début du placement dans la FAP. Ensuite, lorsque le placement dans la FAP a pris fin, on a réalisé une autre entrevue avec l'intervenant qui était responsable du dossier à ce moment-là pour documenter les circonstances qui entouraient là, la fin du placement. Et 3 ans après le début du placement, on est allé chercher tout l'historique de service. On a fait une extraction dans les données administratives pour aller vraiment chercher tout l'historique de service de l'enfant. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est le volet quantitatif. Il y a tout un volet qualitatif qui a été mené en parallèle aussi avec des entrevues avec les personnes, avec les FAP et avec les intervenants, dont je n'ai malheureusement pas l'occasion de vous parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y avait aussi ce volet-là. En fait, ce qu'Amélie Dorval va nous présenter un petit peu plus tard est en partie relié là, au volet qualitatif de l'étude. Donc, on avait beaucoup de sources de données. Alors, ce que j'ai tenté de vous résumer là, sur la diapo que vous voyez, c'est toutes les variables qu'on pouvait utiliser pour essayer de prédire qu'est-ce qui est associé au déplacement de l'enfant de la FAP. Donc, il y a toute une série de variables là, que vous voyez à gauche qui décrivent la situation telle qu'elle était avant le placement ou au moment du placement, si vous préférez. Donc, on est allé chercher des informations sur le milieu de vie de l'enfant, le profil un petit peu plus clinique ou psychosocial de l'enfant avec la présence de certains problèmes particuliers comme des problèmes d'attachement, des retards de développement, le cumul des difficultés chez l'enfant aussi quand il y avait plusieurs difficultés d'ordre de santé physique, de santé mentale, de comportement. Et on a été chercher des informations chez la mère aussi en termes de difficultés cumulées également, mais sur son profil d'emploi, scolarité, le nombre d'enfants qu'elle a eu. Donc ça, c'était ce qu'on est allé chercher là, avec la collecte dans les dossiers ou les entrevues avec les intervenants la plupart du temps là, de ces variables-là. C'est là qu'on a été chercher ça. Et il y a toute une autre série de variables aussi sur les caractéristiques des services rendus pendant le placement. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'une entrée dans le placement qui était provisoire, en urgence ou temporaire? Est-ce qu'il y a eu de la fratrie placée? Quel était le lien avec la famille d'accueil de proximité, puis la fréquence des contacts, les services qui ont été rendus à la mère et à la famille d'accueil de proximité? Donc, évidemment, vous vous doutez bien qu'avec une petite cohorte de 172 enfants, on ne peut pas étudier l'impact de tous ces facteurs-là de façon simultanée en même temps. Donc, on doit être parcimonieux, puis on doit choisir quelle variable on va rentrer dans notre analyse pour voir qu'est-ce qui est vraiment déterminant pour le déplacement. Alors, on a procédé en plusieurs étapes. D'abord, on est allé avec une méthode bivariée. C'est ce qu'on fait habituellement là, en recherche. Alors, pour réduire le nombre de variables à considérer, on va regarder lesquelles, parmi toutes ces variables-là, sont associées au déplacement en bivarié. Ça veut dire sans contrôler, sans prendre en considération toutes les autres variables qui existent dans la banque de données, lesquelles, lorsqu'on les prend une à une, sont associées au déplacement. Et voici ce que ça a donné en bivarié. Donc, on voit qu'il y en a, quand on les prend une à une, il y a seulement quelques variables là, qui sont associées. On voit que toutes les variables qui décrivaient le milieu de vie, ça ne ressort pas comme étant associé au déplacement. Ce qui ressort dans le profil de l'enfant, c'est l'âge. Donc, lorsque l'enfant est plus jeune, le risque de déplacement est plus élevé. Lorsqu'il y a des problèmes d'attachement aussi, le risque de déplacement est plus élevé.
ça va un peu dans le sens auquel on pouvait s'attendre. Quand la mère a plusieurs enfants, elle a eu plusieurs enfants, le risque de déplacement est plus élevé. Lorsqu'il y a des problèmes de criminalité chez la mère et curieusement, lorsqu'il y a absence de problèmes d'isolement social, le risque de déplacement est plus élevé. Ça va un petit peu dans le sens contraire de ce qu'on aurait pu s'attendre. On l'avait vu aussi dans nos travaux antérieurs en lien avec ce projet-là. La manière qu'on l'explique, c'est que possiblement que les mères qui ne sont pas isolées socialement ont peut-être un réseau autour d'elles, soit, mais rien ne dit que ce réseau-là a un impact positif pour la mère et qui est soutenant pour la mère. Donc, c'est peut-être ça qui explique le fait que le faible réseau social de la mère protège contre un déplacement. Il faut comme le penser à l'inverse de ce qu'on aurait cru. Parmi les variables Je m'excuse, Sonia, il y a une petite question d'éclaircissement. Je me permets de te couper oui. parce que c'est une question assez pointue. Quelqu'un demande pourquoi nous n'avons pas le profil des pères. Oui. Oui, merci de poser la question. En fait, j'aurais voulu en glisser un mot, ça m'est sorti de la tête. Malheureusement, dans une grande partie de nos 172 enfants, là, on manquait d'informations sur les pères, soit que les pères étaient absents du milieu, donc il n'y avait aucune information sur les pères dans le dossier. Ni dans le dossier, puis ni l'intervenant n'avait pas d'informations à nous transmettre non plus sur les pères, ou soit que l'information était inconsistante et là, on aurait parlé des pères de façon très partielle et de façon biaisée. Alors, on a fait le choix de concentrer nos analyses sur les facteurs entourant la mère, sachant très bien que ça comporte les limites dont je viens de vous parler. Donc, c'est ça qui explique en fait. Voilà. Donc, là, au niveau de ce qui s'est passé pendant le placement, là, on voit qu'il y a plus de variables qui ressortent comme étant associées au déplacement. Donc, quand l'enfant est entré dans la FAP de façon provisoire, en urgence, de façon temporaire, c'est associé à un plus grand risque de déplacement. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Lorsqu'il y a de la fratrie, un frère, une sœur qui est placé au même moment, c'est associé à un plus grand risque de déplacement aussi. Lorsque la FAP est non apparentée, donc des amis, des voisins, des ex-conjoints souvent, c'est associé au déplacement. Et parmi les services rendus, ce qui ressort le plus, là, c'est le nombre de contacts. Lorsqu'il est plus élevé, curieusement quand même, lorsque le nombre de contacts mère-enfant est plus élevé pendant le placement, c'est en lien avec un plus grand risque de déplacement. Alors, on peut s'interroger un peu là-dessus, mais avant de pousser un petit peu plus loin l'interprétation, on va regarder ce que ça donne au niveau multivarié. Parce que là, ce que je vous présente là, c'est ambivarié. L'idée derrière l'analyse multivariée, c'est de voir parmi ces facteurs-là qui sont associés au déplacement, lesquels sont vraiment déterminants pour le déplacement. Donc, lesquels ont vraiment un lien causal avec le déplacement. Je vous donne un exemple. Le nombre d'enfants plus élevé est lié au déplacement, mais c'est peut-être juste parce que il y a de la quand la mère a plus d'enfants, il y a évidemment plus de chances d'avoir de la fratrie placée et que c'est vraiment le fait d'avoir de la fratrie placée qui est déterminant sur le risque de déplacement et non pas le nombre d'enfants que la mère a eu finalement. Donc, c'est ce que l'analyse multivariée va permettre de faire ressortir quels sont vraiment les déterminants du déplacement. Et voici ce que ça a donné quand on a rentré ça dans une régression. La régression que j'ai utilisée, c'est une régression qui s'appelle de Cox. Et donc, ça a permis de faire ressortir les 4 facteurs que vous voyez à l'écran. Donc, au niveau de tout ce qui prévalait là, avant le placement, la seule chose qui ressort comme étant déterminante pour le déplacement, c'est l'absence d'isolement social. Donc, quand il y a beaucoup de monde qui gravite autour de la mer, il y a des plus grandes chances de déplacement, des plus grands risques de déplacement dans les 3 années suivant l'entrée dans le placement.
Ensuite, la plupart des autres variables, elles se trouvent au niveau de ce qui se passe pendant le placement. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand il y a de la fratrie placée, le risque de déplacement est plus élevé, quand la FAP est non apparentée et quand il y a plus de contacts mère-enfant. Alors, déjà, avec ces 4 variables-là qui ressortent, ça suggère, ça permet de poser certaines hypothèses. Ce qu'on voit, c'est que typiquement, les enfants déplacés ont de la fratrie placée, ils ont une FAP qui est non apparentée, une mère qui est moins isolée, qui ont plus de contact avec leurs parents durant le placement. Alors, ce que ça semble dire, comme je le disais un peu tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui gravite là, autour de cette famille-là pendant le placement. Et on pourrait émettre l'hypothèse, par exemple, que peut-être que les cas de déplacement sont associés à des dynamiques relationnelles qui sont plus complexes, qui impliquent plus de monde. C'est d'ailleurs ce que nous suggère là, une analyse de profil qui a été faite par Amélie, justement, Amélie Dorval et Josiane Lamotte. À partir de ces données-là, où est-ce qu'on voit vraiment que les enfants placés en famille d'accueil de proximité ne sont pas un bloc homogène et qui existe. Il y a un des 3 profils, justement, qui est ressorti de cette analyse-là qu'elle a fait, où il y a vraiment des dynamiques relationnelles assez préoccupantes avec des problèmes d'attachement, des mères déjà maltraitées dans l'enfance par leur propre mère. Donc, ça fait écho un peu à ces résultats-là. Et ça confirme également, ça va aussi dans le même sens que les propos qui ont été rapportés par les FAP et les intervenants en entrevue dans ce même projet-là. Et sur lequel là, Chantal Lavergne et Marie-André et tous nos collègues de l'équipe travaillent actuellement. Ça va être bien intéressant de suivre ça, voir ce que ça va donner. L'autre hypothèse aussi qu'on peut émettre, c'est que il semble y avoir, vous voyez, souvent dans les cas de déplacement, la FAP, elle est non apparentée. Donc, l'entourage familial est peut-être, dans les cas de déplacement, un peu moins engagé, mais il y a quand même un réseau social qui est présent, mais qui est peut-être pas très soutenant pour la mère. Alors, ça fait partie là, des hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer ces résultats-là. Ce qui m'amène à ma deuxième question que j'avais posée au début de la présentation, là, qui était de savoir, oui, mais est-ce qu'on stabilise la situation de l'enfant après? Peut-être que ça pourrait nous rassurer là, sur cette pratique-là de placement en FAP qui est déplacé assez rapidement par la suite. Avant de vous présenter ça, je voulais juste vous montrer c'était quoi les motifs qui étaient invoqués lorsque l'enfant était déplacé pour aller dans un autre milieu substitut. On demandait à l'intervenant, on lui proposait toute une série de motifs pouvant expliquer le déplacement et on demandait à l'intervenant lesquels de ces motifs-là pouvaient expliquer le déplacement. Les motifs les plus fréquemment invoqués par l'intervenant pour expliquer le déplacement, c'est le renoncement de la FAP. Dans 71% des cas déplacés, l'intervenant nous a dit que le renoncement de la FAP était en cause dans le déplacement. La difficulté de la FAP à répondre aux besoins de l'enfant dans 62% des déplacements. Les conflits entre la FAP et les parents dans 58% des cas. L'épuisement de la FAP et la faible qualité du lien FAP et enfant. Et là, je vous ai présenté, il y en avait peut-être une quinzaine là, de motifs. Je vous présente les plus fréquemment nommés par l'intervenant. Donc, ça nous questionne beaucoup sur la préparation et l'accompagnement qu'il faut donner aux FAP pour que, si on veut éviter les déplacements pour les enfants. Et enfin, on a regardé qu'est-ce qui se passait après le déplacement. On a vu que la plupart des enfants déplacés, c'est-à-dire 60%, vont être orientés vers une famille d'accueil régulière. Donc, c'est le type de déplacement là, le plus fréquent. Ensuite de ça, un petit peu moins fréquent, c'est les déplacements en FAP, puis encore moins fréquent, les déplacements en centre de réadaptation. Et ce que j'ai mis en orange, c'est que presque la moitié des enfants déplacés de la FAP, c'est-à-dire 46%, vont être déplacés à nouveau après. Donc, la question de savoir est-ce qu'on arrive à stabiliser ces situations-là, même après les avoir déplacés de la FAP,
Ben pour une partie des enfants, c'est vrai, mais pour la moitié d'entre eux, on n'a pas réussi à les stabiliser. Puis il y en a même la moitié de ceux qui ont été redéplacés qui vont l'être plusieurs fois, et ça à l'intérieur du 3 années d'observation qu'on a. Alors, probablement qu'on aurait obtenu un taux d'instabilité plus grand si on avait prolongé notre observation. On peut le présumer, là, mais on ne peut pas le vérifier. Donc, avant de vous faire mes conclusions, je peux peut-être juste passer rapidement sur les limites, évidemment, de ces résultats-là. C'est une cohorte qui a été constituée dans une DPJ, donc une région qui était une région urbaine. Ça ne veut pas dire que ces résultats-là seraient généralisables à l'ensemble des enfants placés en FAP au Québec, par exemple. Et puis, sur les sources de données qu'on a utilisées, même si on a essayé là, de multiplier les sources de données pour essayer de maximiser l'information, la qualité de l'information qu'on allait chercher, il reste que dans les dossiers cliniques, il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas présentes de façon systématique, qui étaient manquantes, ou même des fois, pendant les entrevues avec les intervenants, il y a plusieurs questions auxquelles certains ne pouvaient pas répondre. Malheureusement, parce que dans certains cas, l'intervenant, 3 ans après, n'était pas le même qui était là au début du placement. Donc, ça fait en sorte là, que les données qu'on vous présente, on aurait pu là, utiliser certaines dimensions, certaines variables qui sont peut-être vraiment déterminantes pour le déplacement, mais qu'on n'a pas pu utiliser parce que les données n'étaient pas assez fiables. Donc, ce sur quoi j'aimerais conclure dans ce projet-là, c'est que d'abord, c'est incontestable. Oui, le placement en famille de proximité, il est plus stable qu'un placement en famille d'accueil régulière ou en centre d'adaptation. Et évidemment, ça favorise le maintien des liens. Par contre, ce que nos résultats montrent, c'est que pour une partie des enfants placés en FAP, il y a vraiment des dynamiques relationnelles qui semblent générer de l'instabilité pour l'enfant et qui doivent être prises en compte donc dans la décision de placer dans la FAP, dans l'accompagnement et les services qui vont être offerts à la FAP durant le placement. Ça met aussi en lumière la nécessité de mieux comprendre pourquoi certains placements en FAP ne contribuent pas à stabiliser la situation à long terme. Puis c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines analyses qu'on va faire avec ces données-là, c'est d'essayer de voir pourquoi il y a des enfants qui sont déplacés à répétition après leur passage dans une FAP. Et aussi, puis là, cette partie-là, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais on voit qu'il y a une bonne partie des enfants qui sortent de la FAP pour être réunifiés, mais 11% des cas réunifiés suite à la FAP vont vivre un bris de réunification, c'est-à-dire vont devoir être replacés à l'intérieur de notre 3 ans. Alors, ça aussi, ça nous chicote un peu, puis on va aller voir qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous disais tantôt que le projet là, avait généré plusieurs connaissances. Alors, je vous mets les références là si vous voulez les consulter, ou vous pouvez nous contacter évidemment à l'équipe de recherche, bien évidemment. Alors, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, le titre de la présentation d'Amélie, c'est « L'expérience de la parentalité des parents d'enfants placés auprès des membres de la famille élargie sous le prisme des enjeux relationnels ». Donc, une belle continuité avec ce qu'on vient de déposer. Amélie est candidate au doctorat en travail social à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Donc, la présentation qu'elle vous fait aujourd'hui découle de ses travaux doctoraux. Amélie a été, au fil des dernières années, très impliquée dans différents projets de recherche comme auxiliaire de recherche à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Elle a une expertise en regard des travaux qualitatifs et quantitatifs. Donc, je vais maintenant lui céder la parole. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Très humblement, là, je viens vous présenter une partie des résultats de ma thèse, mais
je suis présentement en congé de maternité, donc comme dirait Marie-André, j'ai eu des tâches plus intéressantes récemment, mais c'est avec quand même grand plaisir que je viens présenter, c'est ça, que je me replonge un peu dans la thèse et que je viens vous présenter une partie des résultats. Ma présentation fait vraiment suite à celle de Sonia. Vous allez voir, on reste un peu dans les mêmes thèmes et vous allez voir, là, c'est un projet, mon doctorat en fait s'insère dans le projet plus large qui a été présenté par Sonia. Moi, dans le fond, j'ai été rencontrer des parents de façon qualitative, là, mais c'est tous des parents d'enfants qui ont été placés auprès d'un membre de la famille élargie. Je suis supervisée, en fait, je ne l'ai pas mentionné, là, mais par Marie-André et par Sonia pour mon doctorat. Donc, les deux éléments, je dirais, là, un peu centraux à la thèse, c'est bon, le contexte de placement en FAP, comme Sonia l'a présenté tantôt, là, puis je vais y revenir rapidement, mais c'est une pratique qui est en hausse en protection de la jeunesse. Et l'autre élément, je vous dirais, qui est un peu central, c'est le cadre théorique que j'ai privilégié, qui est celui de l'expérience de la parentalité. Je vais vous le présenter là, tantôt rapidement. En même temps, là, je ne veux pas nous perdre là, dans un contexte théorique plus précis. Juste rapidement vous présenter quels sont les objectifs de ma thèse plus largement, puis je vais vous identifier en fait ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je me suis intéressée à comprendre l'expérience de parentalité vécue par des parents dont les enfants sont placés de façon permanente, donc jusqu'à majorité, auprès d'un membre de la famille élargie par les services de protection de la jeunesse. Donc, moi, ce que j'ai un peu resserré comme critère pour, dans le cadre de ma thèse, c'est que les FAP soient vraiment un membre de la famille élargie. Donc, j'ai un peu éliminé là, les voisins, amis et autres pour vraiment me concentrer sur un aspect plus familial du placement. J'ai, parce qu'elle n'est pas terminée, j'ai 4 objectifs un peu plus spécifiques qui sont, les 3 premiers découlent vraiment de mon cadre théorique, donc de comprendre comment le parent met en pratique sa parentalité, donc son rôle parental durant le placement, qui réfère à un des axes là, théoriques. Un deuxième qui est d'explorer l'expérience de la parentalité en absence totale ou partielle d'enfants. Et ça, on pourra y revenir si jamais vous avez des questions. Puis quand je vais vous présenter mon échantillon, vous allez voir que j'ai des parents pour qui ce n'est pas l'ensemble de leurs enfants qui sont placés au moment où je les ai rencontrés. Donc, c'est pour ça que je fais référence un peu à cette parentalité partielle. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais théoriquement, là, il y a des auteurs qui réfèrent à cette notion-là avec ces mots-là. Troisième objectif, comment le parent poursuit ou non l'exercice de sa parentalité à travers les droits, responsabilités qui sont liés à son enfant. Et donc, troisième axe plus théorique. Finalement, mon 4e objectif, et c'est celui dont je vais un petit peu plus parler, que je vais vous présenter une partie aujourd'hui, qui était d'identifier finalement quels sont les facteurs et les contextes qui viennent influencer les 3 axes précédents. Et là, moi, ce que je viens vous présenter, en fait, là, c'est les dynamiques plus relationnelles qui viennent influencer finalement cette expérience-là. Donc, rapidement, parce que Sonia a très bien mis la table tantôt, donc FAP, en effet, moi aussi, j'utilise le même acronyme pour famille d'accueil de proximité. Juste rappeler que généralement, c'est des gens qui ont un lien significatif avec l'enfant. Comme je l'ai posé tout à l'heure, c'est une pratique qui est en hausse au Québec, mais comme dans plusieurs autres pays. Ici, j'ai juste une petite statistique parce que quand on fait une thèse, hein, c'est intéressant de voir ça concerne qui exactement, là, notre clientèle ou notre population à l'étude. Donc, c'est 60% des enfants qui sont pris en charge par les services de protection qui vont connaître à un moment ou à un autre dans leur prise en charge un placement. Et c'est près du tiers, ou plus du tiers même, de ces enfants-là qui vont être placés auprès d'une famille d'accueil de proximité. Donc, c'est quand même un type de placement qui est non négligeable dans la pratique en protection de la jeunesse. Et c'est pourquoi l'équipe de recherche et moi-même, on pose l'idée que c'est intéressant et important de documenter davantage cette pratique-là. Comme Sonia l'a nommé, mais je réitère, c'est qu'un des enjeux très spécifiques de ce type de placement-là, c'est la relation qui existe au préalable, j'ai envie de dire, là, entre les parents d'origine et la FAP. Comme on a posé que c'est généralement des gens qui ont un lien significatif avec l'enfant,
c'est généralement un membre du réseau qui est connu et donc qui a une relation plus ou moins développée, j'ai envie de dire, là, mais qui a quand même une relation avec les parents d'origine. Et là, ça soulève évidemment différents enjeux qu'on pourra voir un peu plus largement tantôt là, avec les résultats que je vous propose, mais la littérature abonde en ce sens-là et documente en fait que c'est un des enjeux, sinon l'enjeu le plus spécifique à ce type de placement-là. L'autre chose, en fait, c'est que moi, je me suis intéressée aux parents d'origine, donc aux parents qui n'ont plus finalement leur enfant avec eux. Et une des motivations derrière ça, c'est que les parents d'enfants placés sont une voix un petit peu moins entendue dans la recherche, en protection de la recherche. Et c'est une des motivations que j'avais, en fait, d'aller donner une voix à ces parents-là pour mieux comprendre leur expérience à eux et leur vécu. Donc, rapidement, parce que je sais que ce n'est pas l'intérêt premier aujourd'hui, mais juste pour voir dans quel contexte et dans quel cadre théorique ce projet-là s'est installé, rapidement, le cadre que j'ai privilégié, c'est celui de la parentalité qui a été développé par un groupe français, le Ouzel, et repris un petit peu plus tard par Catherine Selnay, qui, eux, proposent une théorisation, finalement, de la parentalité selon 3 axes qui se déclinent ici là, comme suit. Le premier, qui s'appelle l'axe de l'expérience, qui est vraiment un axe très subjectif et beaucoup plus psychologique, là, entre guillemets. Donc, c'est tout le vécu associé psychologiquement au fait d'être parent et qui pourrait se décliner selon 2 dimensions. Une davantage affective, donc c'est toutes les émotions, le lien à l'enfant, les représentations symboliques de l'enfant réel et ou imaginaire. C'est pas anodin, c'est quand même intéressant parce que dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée, j'ai rencontré des parents qui n'ont pas la garde physique de leur enfant au quotidien, donc comment ils maintiennent quand même une représentation plus ou moins symbolique de leur enfant. Et une autre dimension tout aussi intéressante, là, mais moins documentée dans la littérature, qui est cognitive. Donc, toutes les cognitions que que tout parent peut avoir, là, notre évaluation de nous-mêmes comme parents, et aussi toute la compréhension de ce que c'est qu'être un parent, toute l'intégration et les représentations des normes sociales et des attentes sociales de la parentalité. C'est pas le but de la présentation, mais sachez qu'elles sont nombreuses en ce siècle des réseaux sociaux et de l'abondance. Donc, un premier axe fort intéressant. Un deuxième, plus légal, je dirais, l'axe de l'exercice, donc qui va regrouper tous les devoirs, les droits parentaux qui incombent finalement aux parents qui détiennent l'autorité parentale à moins qu'un juge prononce la déchéance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ma thèse, les parents ont tous, à moins d'avis contraire, là, maintenu cette autorité parentale-là parce que c'est tous des parents d'enfants placés jusqu'à majorité. Donc, il n'y a pas eu d'adoption, pas de tuteur non plus. Donc, les parents ont maintenu cette autorité parentale-là. Ce qui n'est pas anodin, hein, de maintenir cette autorité parentale, les droits et responsabilités, mais de ne pas avoir son enfant dans le quotidien, de ne pas avoir à gérer finalement là, les responsabilités du quotidien. Cet axe-là aussi regroupe la dimension socio-culturelle, okay? C'est un petit peu plus macro, mais c'est de voir c'est quoi la compréhension de la filiation qu'une société se donne. Je vous donne l'exemple ici au Québec, sur le plan de la filiation, on a seulement 2 parents qui peuvent être reconnus légalement pour un enfant. Ça semble peut-être évident, mais sachez qu'il y a déjà des précédents. Et la Cour doit, dans certains dossiers, là, il y a des demandes pour reconnaître un 3e parent. Bon, est-ce qu'on s'en va par là? On verra, mais c'est une compréhension sociale que l'on adopte du point de vue légal de la parentalité. Dernier axe, et non le moindre, celui de la pratique, donc qui regroupe un petit peu plus les tâches concrètes observables, le prendre soin ou le caring du quotidien. Quand on a des enfants, on sait que
ces tâches-là sont nombreuses et selon l'âge de l'enfant, vont varier beaucoup. Si on a un petit bébé, les tâches de soins vont être très, très concrètes. Si on est parent d'adolescents, bien, ces tâches-là sont différentes, évidemment. Ça regroupe aussi toutes les interactions plus comportementales que le parent va avoir avec son enfant et aussi pratiques éducatives, modèles parentaux également. Donc, petit sprint théorique pour vous amener un petit peu plus sur ma méthodologie puis sur les résultats. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai privilégié une méthodologie qualitative, mais aussi du récit de vie. Donc, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. C'est une perspective qualitative, comme je disais, mais qui n'est pas seulement ma vision à moi, et pas seulement un outil de collecte de données, mais vraiment une approche méthodologique qui transparaît à toutes les étapes de la recherche, donc autant dans le recrutement, dans la façon de réaliser les entretiens, mais aussi dans la façon de présenter les résultats et dans la restitution finalement de ces résultats-là. Je vous ai mis un peu des auteurs sur lesquels je me suis appuyée. Concrètement, j'ai rencontré 9 parents. Donc, Marie-André a répondu à une question à ce sujet, mais plus précisément, j'ai rencontré 6 mamans et 3 papas. C'est un souci que j'avais dans le cadre de ma thèse, de ne pas seulement rencontrer des mères. Je sais qu'en protection de la jeunesse, beaucoup des études, des recherches sont faites sur les mamans et ça apporte une espèce de fardeau, de responsabilité. Donc, moi, j'avais envie d'ouvrir davantage et d'inclure des papas. Ceci étant dit, comme dans le projet de Sonia, ce n'est pas évident de bien représenter les pères, de bien les recruter d'une part, mais c'est quand même un effort que j'ai essayé de faire dans le cadre de ma thèse. J'ai rencontré les 9 parents à 2 reprises chacun. Première rencontre, bon, pour aller recueillir le récit, l'histoire de vie de ces parents-là. Avant de les rencontrer une deuxième fois, moi, j'ai fait un petit travail d'analyse. J'ai replacé, si on veut, de façon chronologique leur histoire. J'ai édité aussi là, pour essayer d'en faire vraiment une petite histoire qui se tient. Enlever un peu les je puis les tabarnak calices du vocabulaire pour faire quelque chose de plus épuré. Et dans un deuxième temps, j'allais rencontrer finalement les parents et ensemble, on a lu leur histoire, le bout à bout. Parfois, je me permettais des petites questions de relance pour préciser et eux étaient libres, en fait, là, de donner leur accord, de valider est-ce qu'ils sont à l'aise avec ce qui est présenté, est-ce qu'ils veulent enlever des choses, est-ce qu'ils veulent rajouter des choses. Donc ça, c'est une partie quand même importante dans le processus de recherche et qui s'inscrit dans la méthodologie du récit de vie, cette partie de restitution aux personnes concernées. Je l'ai précisé tout à l'heure, mais tous les parents devaient avoir au moins un enfant placé jusqu'à sa majorité, ce qui fait que j'en ai pour qui ils ont un enfant placé, un enfant qui n'est pas placé et qui vit avec eux. Et j'ai aussi resserré, comme je vous disais, pour que ce soit tous des membres de la famille élargie. Mon recrutement c'est fait, moi aussi, là, au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, et donc là, la même région urbaine que le projet de Sonia. Rapidement, puis là, je sais qu'il y a beaucoup de données parce que c'est un tableau, mais c'est important pour moi, dans cette perspective aussi du récit de vie, de bien vous donner une mini-aperçu, là, c'est très bref, mais de chacun des récits. Donc, vous avez là, les noms fictifs des parents et une série de variables sur lesquelles je voulais un peu amener votre attention. Rapidement, ce que je soulignerais, c'est que tous les parents que j'ai rencontrés étaient en couple, sauf une. Et là, je suis désolée, là, c'est sur deux diapos. Donc, ça va peut-être être plus facile pour vous là, de regarder le tout après la présentation. Mais seulement, c'est ça, vous attirez l'attention sur le fait qu'ils sont presque tous en couple, sauf Maïka. Près de la moitié sont en emploi, l'autre moitié, non. Attirer l'attention aussi sur l'âge des parents à la naissance des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée dans l'analyse. C'est des parents qui sont, pour la majorité, devenus parents la première fois là, très jeunes, 18, 20 ans, avec une moyenne autour de ça, là, 21 ans. Dans le cadre de ma thèse, les parents avaient tous entre 1 et 2 enfants. Donc,
j'ai pas rencontré de parents avec une fratrie très, très nombreuse. 7 sur 12, je pense, le milieu de vie était chez les grands-parents. Et les enfants ont été confiés à des âges très variables, variant de 1 semaine à 4 ans. Et c'est intéressant aussi là, que vous ayez en tête, quand je vais présenter les résultats, certains, le placement datait d'il y a 2 ans, d'autres dataient d'il y a 7 ans. Donc, c'est sûr que c'est des parents qui n'arrivent pas au même, qui ne sont pas nécessairement tous au même endroit dans leur trajectoire, dans leur acceptation du placement. Donc, ça donne une certaine hétérogénéité dans l'expérience. Donc, ici, c'est la deuxième diapo. Vous avez ici, là, justement, Samy et Amélia qui ont chacune un enfant qui vit avec eux. Donc, un premier enfant qui a été placé et un deuxième enfant qui vivait toujours avec elle au moment où je les ai rencontrés. Si vous avez des questions, justement, sur l'échantillon, là, on pourra revenir sur ces diapos-là plus tard. Je peux peut-être juste souligner que c'est des parents qui ont vécu des trajectoires de vie assez chaotiques à certains égards, honnêtement. J'ai été très touchée là, d'avoir accès à ces histoires-là, des parents marqués par plusieurs événements biographiques. Ceci étant dit, je ne voulais pas non plus mettre trop d'emphase sur ces éléments-là parce que dans la recherche qui les concerne, les auteurs ont tendance un peu à mettre toutes ces difficultés-là de l'avant pour expliquer, par exemple, des éléments du placement. Moi, je ne voulais pas tant aller dans cette direction-là, mais je pense que c'est important de nommer que c'est des parents qui en ont vécu beaucoup, très honnêtement. Donc, beaucoup ont parlé des carences affectives qu'ils ont eux-mêmes vécues durant leur enfance. Certains ont parlé de leur historique avec les services de protection de la jeunesse qui a débuté quand ils étaient enfants, pas seulement quand ils sont devenus parents. Beaucoup ont parlé de violences conjugales, problèmes de santé mentale. Certains m'ont aussi raconté des épisodes d'agression sexuelle dans leur enfance ou quand ils étaient des jeunes adultes, problèmes de toxicomanie, une précarité financière qui était quand même palpable, notamment par leur instabilité de logement qu'ils m'ont raconté et leur isolement social. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'était de vous présenter cette expérience de la parentalité des parents, mais sous le prisme des grands patrons relationnels qui sont ressortis des récits de vie. Donc, 3 grandes relations qui sont au cœur, je dirais, des récits des parents et qui ont vraiment là, traversé l'ensemble des récits. La première, et c'est sans grande surprise, la relation avec la FAP, la relation avec ce que j'appelle l'institution, mais avec les services de protection de la jeunesse plus largement, qui inclut aussi la relation avec leurs intervenants. Et finalement, dans certains cas, il y a beaucoup de parents qui m'ont parlé de leur ex-conjointe, donc l'autre parent de l'enfant et des difficultés qui ont été vécues avec ce parent-là. Élément qui ressort comme étant quand même important à mentionner, c'est que la relation avec l'enfant demeure beaucoup moins abordée par l'ensemble des parents. Certains vont y aller un petit peu plus que d'autres, mais c'est quand même pas la relation dominante des récits. Et donc, ce que j'ai fait, moi, c'est de sortir différents thèmes là, en analyse quali, donc différents thèmes qui recoupent mon cadre théorique, que j'ai essayé de croiser avec ces justement thèmes-là de relations pour essayer de voir, est-ce que ça crée différentes dynamiques? Est-ce qu'on peut faire ressortir des profils ou des groupes? Et il y a 3 profils qui émergent. C'est très exploratoire, c'est descriptif et je rappelle que j'ai seulement 9 parents, mais c'est quand même intéressant les 3 profils qui ressortent. Oups, excusez, j'avais fait une animation. Première que j'ai nommée solidarité familiale, une autre lutte parentale et une 3e coparentalité conjugale. On va les voir un petit peu plus dans le détail. Donc, premier profil que j'ai appelé solidarité familiale, ça concerne 4 mamans, Maïka, Samy, Vicky et Joanie. Pour chacun, j'ai essayé de moduler un peu là, les différents acteurs clés
dans les situations. Donc, le parent, la famille d'accueil de proximité et les services de protection de la jeunesse. Donc, dans ce premier profil-là qui concerne 4 mamans, c'est important de mentionner que toutes les familles d'accueil de proximité étaient du côté maternel. Et donc, moi, j'ai rencontré les mamans, donc il y a un lien quand même direct avec la famille d'accueil de proximité. Il y a juste dans le cas de Joanie qu'il y a 2 enfants placés et qu'il y a finalement 2 FAP différentes. Elle a sa propre mère et il y a une tante paternelle. Ce qui ressort également dans ce profil-là, c'est qu'ils ont quand même pas mal toutes décrit une relation très positive avec la famille d'accueil de proximité. Là, c'est pour ça que j'ai symbolisé par 2 lignes. Et elles ont aussi raconté que cette relation-là n'a pas vraiment changé dans le temps suite au placement. Donc, pour la plupart, elles me disaient « j'avais une bonne relation avec ma mère, ça s'est poursuivi pendant le placement ». Sauf peut-être pour Samy, où c'est pas sa mère, c'était son père qui avait été désigné famille d'accueil de proximité avec sa conjointe du moment. Le père est décédé, donc la conjointe a gardé son fils finalement. Et elle va décrire pour sa part que cette relation-là s'est améliorée avec le temps. Donc, les 4 vont décrire recevoir de l'aide, de la FAP, du soutien, avoir quand même une très bonne communication. Et pour 3 des 4 mamans, il y a également eu des épisodes de cohabitation chez la FAP. Dans ces récits-là, ce qu'on voit aussi, c'est que les rapports avec la protection de la jeunesse sont beaucoup moins abordés en comparaison avec les autres profils, là, notamment. Donc, c'est des mamans qui m'ont moins parlé de leur intervenante, qui m'ont moins parlé des services de protection de la jeunesse, comme si la protection de la jeunesse, elle est là, mais elle est peut-être moins envahissante pour elle. Fait intéressant, j'ai essayé de voir s'il y avait des liens avec la supervision des contacts. En fait, pour la moitié de ces 4 mamans-là, elles ont aussi des contacts supervisés. Donc, la DPJ est quand même présente, je dirais, dans leur vie. Par contre, ces contacts-là sont supervisés par la famille d'accueil de proximité. Donc, il y a quelque chose là où la protection de la jeunesse est peut-être moins présente dans ces situations familiales. Premier portrait, on pourra revenir, évidemment, si vous avez des questions. Le deuxième, un peu l'antithèse de celui-là, que j'ai appelé « Parentalité dans la lutte », qui concerne cette fois 4 parents, 2 papas, 2 mamans. Vous avez encore là, les 3 acteurs qui sont représentés ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la relation parent-FAP et la relation parent-protection de la jeunesse sont plus difficiles. Donc, ce qui ressort de ces profils-là, c'est que, justement, la relation est beaucoup plus tendue entre le parent et la famille d'accueil de proximité. C'est important de préciser, parce que ce n'est pas anodin que les familles d'accueil de proximité de ces parents-là étaient tous dans la famille de l'ex-conjoint-conjointe, donc de l'autre parent, donc soit du côté paternel-maternel, là, selon le parent rencontré. Donc, le lien est moins direct aussi dans la famille. Et c'est ça. L'autre élément, le rapport est beaucoup plus difficile avec la protection de la jeunesse. Donc, c'est des thèmes qui sont ressortis de façon très, très importante et marquante dans le récit de ces parents-là. Ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la protection de la jeunesse et beaucoup négativement, je devrais dire. Ils ont émis, par exemple, beaucoup de critiques, des méconnaissances aussi, manque de compréhension des services de protection. Par exemple, c'est des parents qui vont me dire que la protection de la jeunesse avait des quotas de placement et c'est pour ça que leur enfant a été placé. Ils m'ont également aussi beaucoup parlé de leurs intervenants, de la succession des intervenants. Donc, c'était des thèmes qui étaient très, très présents dans leur récit. J'ai oublié de mentionner, là, mais 2 parents sur 4 dans ce groupe-là ont précisé qu'ils auraient préféré que le milieu d'accueil de leur enfant ne soit pas une famille d'accueil de proximité, mais plutôt une famille d'accueil régulière, ce qui est, je vous dirais, différent du discours des autres parents qui ont, la plupart, sont d'accord avec ce type de placement-là en disant, on est mieux chez quelqu'un qu'on connaît que chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais il y a quand même 2 parents de ce groupe-là ici qui étaient contre, finalement, le placement au sein de la famille. Fait intéressant, là, quand je croisais avec les thèmes émergents de mon cadre théorique, le thème de la filiation
ressortait comme étant assez important pour ces parents-là. Donc, un besoin de reconnaissance peut-être plus grand, un besoin aussi de reconnaissance de leur statut de parent. Par exemple, c'est des parents qui vont me dire ma fille me ressemble tellement, elle a mes traits de caractère, elle me ressemble physiquement, c'est pareil comme mes gènes. Donc, un peu cette importance-là à accorder à la filiation biologique, est-ce que c'est parce qu'ils ont un manque de reconnaissance à d'autres égards? C'est une hypothèse qu'on peut faire. Donc, jusqu'à maintenant, 2 profils un peu aux antipodes, un peu attendus aussi, je dirais, pour finalement nous amener vers un 3e, que j'ai parlé de coparentalité conjugale. Là, cette fois, j'ai un seul parent qui fait partie de ce profil-là, mais je n'arrivais pas à le placer ni dans l'un ni dans l'autre parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui ressortait dans cette dynamique relationnelle-là. Et en fait, c'est le seul parent qui est encore en couple avec la mère de son enfant qui est placée. Et c'est comme si cette relation conjugale-là, elle venait influencer finalement l'expérience du parent, notamment sur sa relation avec la famille d'accueil de proximité. Donc, c'est la famille d'accueil de proximité est dans la famille du père, justement, du côté paternel. Et il décrit en fait une relation un peu mitigé avec sa sœur, finalement, qui est la famille d'accueil de proximité. Il va en parler parfois positivement, parfois négativement. Et ce qui ressort finalement de son discours, c'est qu'il se sent pris entre sa conjointe et la famille d'accueil de proximité. On en déduit, puis c'est pour ça que j'ai mis des petits cercles pointillés, là, que la relation avec sa conjointe et la FAP n'est pas très bonne. Et je me suis même permis de dire que même sa relation avec sa conjointe à lui n'est pas nécessairement optimale. Il en parle en bien comme il en parle en mal, mais il se positionne quand même à la défense de sa conjointe à certains égards. C'est une situation notamment où on tente d'aller vers un placement, soit adoption, voire tuteur. Donc, c'est un parent qui est un peu à la défense de sa conjointe. Ce qui ressort quand même de façon très claire puis qui rejoint le groupe précédent, c'est qu'il y a une relation assez négative où il aborde de façon très négative les rapports avec la protection de la jeunesse. Là, je vois le temps qui file. Je suis encore correcte, Marie-André? OK. Donc, comme je vous ai dit, un premier constat, puis qui est quand même, je pense, majeur dans le cadre de ma thèse, mais qui rejoint en effet les résultats de plusieurs autres auteurs sur le sujet, c'est que les relations, elles sont au cœur des récits de vie. Et là, j'ai mis relations au pluriel, comme vous avez pu voir, parce que c'est à la fois les relations avec la famille d'accueil, avec la protection de la jeunesse, qui semblent un peu inter-influencées, mais aussi les relations conjugales. Ce que j'avais envie de dire, c'est que mes 2 premiers profils ne sont pas très surprenants. Beaucoup d'auteurs abondent un peu dans ce sens-là en disant c'est soit qu'on a des placements en FAP qui vont très bien, donc les relations sont faciles, harmonieuses, et il y a cette forme de solidarité familiale-là. Et d'autres vont dire, au contraire, il y a des gros enjeux relationnels avec des conflits parfois ouverts devant les enfants, des relations tendues. Et là, on est un petit peu plus devant peut-être une lutte parentale. Donc, ces premiers profils-là ressortent peut-être moins comme novateurs et très différents, quoique il y a quand même d'autres éléments qui vont un petit peu plus loin, je pense, dans le cadre de ma thèse, puis qui viennent documenter les dynamiques relationnelles. Et il y a le 3e profil qui est quand même juste sur un parent, mais qui vient illustrer la complexité potentielle des relations quand on tient compte de tous les acteurs qu'il y a autour de ces enfants-là. Puis Sonia l'a mentionné tout à l'heure, il est possible que dans certains cas, c'est des dynamiques familiales très, très complexes avec beaucoup d'acteurs qui interfèrent. Donc, comment tout ce monde-là autour de l'enfant s'accorde ou ne s'accorde pas et quelle influence tout ça peut avoir à la fois sur la stabilité du placement, mais aussi sur l'expérience que va vivre ce parent-là. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il y a des retombées cliniques assez intéressantes à ce projet-là. Et j'abonde un peu dans le même sens que Sonia en disant, je pense que c'est important quand il est question de faire un placement en famille d'accueil de proximité, de bien étudier ces dynamiques familiales-là, les dynamiques relationnelles qui sont présentes au préalable, non pas pour dire est-ce qu'on fait ou pas un placement en famille d'accueil de proximité, mais
pour bien identifier quels seront les besoins potentiels dans ce cas-là. Donc, est-ce qu'il y aura des besoins de soutien à ces relations familiales-là plus complexes, plus tendues? Est-ce qu'il y aura plus de soutien qui devra être apporté aux parents qui est plus en conflit avec cette famille d'accueil de proximité-là? Il y a évidemment des retombées pour la recherche au plan scientifique. Donc, c'est une des premières études qui s'est intéressée de façon plus spécifique à l'expérience de la parentalité des parents d'enfants placés auprès d'une famille d'accueil de proximité. C'est aussi une première fois, à mon avis, là, de ce que j'ai vu de la littérature, où on est venu tester, entre guillemets, ou utiliser ce cadre théorique-là auprès d'enfants, de parents d'enfants placés, pardon. Donc, ce n'est pas un cadre théorique qui avait été développé à la base pour les parents d'enfants placés, mais c'est intéressant de voir comment ce cadre théorique-là se décline quand même bien pour les parents. Donc, peut-être, en conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez là, de ma présentation, qui a un peu été un sprint. J'ai l'impression que j'ai parlé super vite. D'une part, si vous n'aviez jamais entendu parler du récit de vie, j'aimerais que vous reteniez que c'est une méthodologie quand même très intéressante. Pour ma part, là, ça a été très formateur d'utiliser ce type d'approche-là et qui, selon moi, permet d'impliquer davantage les personnes qui sont concernées dans le processus de recherche. Pour ma part, ça a été les parents. Et à titre juste informatif, j'ai pris la peine à la fin de la deuxième entrevue de questionner systématiquement les parents que j'ai rencontrés sur leur expérience du processus de recherche. Est-ce qu'ils ont aimé ça? Comment ils se sont sentis? Comment ils se sont sentis quand on a lu leur histoire ensemble. C'est quand même pas anodin de repartager comme une deuxième fois avec une personne qu'on ne connaît pas son histoire. Mais je vous dirais que la plupart ont vraiment apprécié le processus, ont apprécié que je leur donne une copie papier de leur histoire. Ils se sont sentis écoutés. Ils n'ont rien changé ou à peu près là, des récits. Ils étaient très à l'aise. Plusieurs me disaient, c'est mon histoire, tu l'as bien rendue. Donc, une méthodologie intéressante. Juste rappeler aussi que c'est des groupes et des profils, somme toute hétérogènes. Hein. J'avais 9 parents, il n'y avait pas d'expérience aussi homogène que ce que je l'ai présenté. C'est des parents qui ont vécu des choses très, très différentes, mais dans un souci d'analyse, j'ai essayé de les regrouper. Ça demeure très exploratoire, descriptif. Mais bon, comme je l'ai mentionné, je pense que ça souligne l'importance d'explorer au préalable les aspects relationnels, notamment dans ce type de placement-là, ne serait-ce que pour bien identifier les besoins qui seront à même d'émerger pour chacun des acteurs. Et j'abonde aussi dans le sens où davantage de recherche devrait être fait auprès des parents, mais aussi sur le placement en famille d'accueil de proximité pour bien mettre en lumière certaines des zones grises que Sonia a soulignées dans sa présentation. Voilà!